Bon samedi matin tout le monde. Écoutez, normalement, ça aurait été un santé sans censure, plein d'informations avec la géopolitique, tout documenté avec les liens ce matin. D'une part, j'ai pas eu le temps parce que je suis en train de résoudre un paquet de choses avec la retraite, avec le membership, la création de mon nouveau site web que je fais moi-même et tout ça. Mais aussi parce que c'est pas ça qui était là. J'essaie de quand même respecter vraiment l'élan. Et c'est un des avantages de faire d'abord du webcast. On n'a pas de format précis et d'être juste pour moi-même, de ne plus avoir d'engagement avec personne. C'est de pouvoir vraiment être à l'écoute de ce qui est, de l'accueillir, de le partager avec vous autres. Alors, aujourd'hui, ce qui est et ce dont j'ai envie de vous parler, c'est le courage, et particulièrement du courage des femmes. Vous savez, c'était la journée de la femme cette semaine et j'ai pas eu le temps de le souligner beaucoup parce que j'étais dans le programme, on finissait le programme Gérer votre stress naturellement. Après ça, j'avais la présentation de J'ai mal à mes hormones que je vous offrais justement la journée de la femme. Et après ça, la préparation du programme des hormones. Donc, c'était une semaine riche aussi en contact avec toutes ces belles déesses qui se sont inscrites à ma retraite qui va se tenir du 18 au 25 avril. Donc, des femmes qui proviennent de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes d'histoires. Et ça me fait vivre aussi des choses. Alors, c'est vraiment génial parce qu'en réalité, le travail de retraite est en marche, même si la retraite n'est pas commencée. Et là, ce que vous entendez, c'est une chicane entre deux Italiens sur mon complexe résidentiel. La vie est toujours vivante. La vie est vivante en République dominicaine. Voilà. Donc, je me suis réveillée ce matin, j'ai regardé mon cellulaire et j'avais un message d'une des déesses inscrites dans mon groupe. En passant, j'ai l'autorisation là, de partager l'histoire, même si c'est fait de façon anonyme, je demande habituellement quand même les autorisations. Donc, cette fille a laissé hier, on avait une rencontre de groupe où je partageais des consignes par rapport aux étiquettes. C'est le truc d'entrée, un petit peu l'équivalent d'Arrive-Can au Canada. Donc, il y a un truc similaire ici qui s'appelle le e-pass, même si les injections ne sont pas obligatoires, mais tout ça, mais il y a quand même cette formalité. Donc, je parlais de ça, de différents trucs. Puis évidemment, il y en avait qui avaient manqué la première rencontre, donc qui se présentaient dans la deuxième. Et elle faisait partie de celles qui ne s'étaient pas présentées durant la première rencontre. Et ce qu'elle m'a expliqué ce matin, c'est qu'elle aurait dû se lancer la première quand j'ai ouvert la porte à ce que les femmes se présentent, parce qu'à mesure que les autres se présentaient, son niveau d'anxiété à elle augmentait. C'est devenu tellement important pour elle, tellement gros, qu'elle a fait le choix de quitter la rencontre de groupe. On était à caméra ouverte et tout ça. Elle a fait le choix de quitter. Et ce matin, donc, elle m'avait laissé un message pour m'expliquer pourquoi et me dire ce que ça lui faisait vivre et tout ça. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a touchée parce que, évidemment, moi, avec mon historique d'abandon, dès que je reçois un message comme ça dans ma tête, c'est que la personne va se retirer. Mais non, elle a commencé en me disant je trouve ça extraordinaire, tu sais, le projet, le programme, la retraite. Et elle m'expliquait ce qu'elle vivait. Et ce qui m'est monté, c'est vraiment que ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage quand on a un problème d'anxiété. Et son problème d'anxiété à elle est apparu suite à la pandémie. Elle m'expliquait qu'elle était le clown du party avant. Elle était celle qu'on invitait toujours à toutes les fêtes. Parce qu'elle mettait de la vie, parce qu'elle était joyeuse. Mais que les situations qu'elle a vécues à travers la pandémie ont fait d'elle
une personne qui vit de l'anxiété maintenant. Et elle a une mère narcissique qu'elle a identifiée comme étant narcissique, qui a fait du dommage, évidemment, comme ce que les narcissiques font de mieux. Et donc, c'est sûr que des situations comme ça, c'est le but justement de faire des activités de groupe, des retraites où on sort de notre zone de confort et où on va expérimenter des dynamiques de groupe. On va vivre dans une villa ensemble, on va faire des activités ensemble, partager les chambres même, pour que ce genre de situation-là se produise, parce que c'est ça qui nous permet de pouvoir les adresser. Mais ça demande du courage pour faire ça. Ça demande du courage parce que la chose la plus facile, c'est vraiment de maintenir ces émotions loin de notre champ de conscience. Dans certains cas, on peut carrément les occulter. Moi, j'ai occulté 7 ans d'abus. Mon père adoptif a abusé de ma cousine. Il a abusé d'à peu près toutes mes cousines, mais il y en avait une de prédilection. Dans mon lit à côté de moi, sur une période de 7 ans. Et j'avais occulté ça de ma conscience. Mais une bonne journée, quand j'étais en visite là-bas, en Abitibi, ça a donné que j'étais avec mes 2 cousines et cette situation a fait surface. Et à mesure qu'elle m'en parlait, les souvenirs s'activaient dans ma mémoire. Je savais, j'anticipais ce qu'elles allaient dire. Une fois que j'ai ouvert la boîte de Pandore et accepté de laisser remonter ces mémoires à la surface, j'ai pu les travailler. J'étais moi-même en formation en intelligence psychocorporelle à ce moment-là, donc j'ai tout de suite appelé mon prof et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais bref, le genre de mémoire traumatique qu'on peut avoir vécu, c'est pas obligé d'être des grosses mémoires traumatiques, là. Ça peut être juste des fois une dynamique familiale où on s'est senti négligé, où on s'est senti visé par une injustice. Toutes ces choses-là qu'on accumule au cours de notre vie, notre ego, le vrai ego dans le vrai sens du terme, son rôle, c'est de nous protéger. Donc, il va créer une carapace. Il va cacher ces émotions-là que, quand on les a vécues, on n'était pas équipé pour les gérer. Soit parce qu'on est en situation de stress intense, donc on est en situation de lutte ou de fuite. Et c'était pas le temps peut-être d'adresser ces émotions-là. Soit on n'avait pas les outils parce qu'on était trop jeune, on comprenait pas, on pouvait pas faire sens de ce qui se passait, ou soit parce que c'était perçu comme une menace à notre sécurité. Donc, le corps, pour sauver, pour pas qu'on se disjoncte, parce que notre système nerveux, c'est un système électrique, là. Si la charge est trop forte, ça peut disjoncter. On a tous déjà été témoins de gens qui disjonctent. On a peut-être déjà disjoncté nous autres mêmes. Donc, on a ce mécanisme de protection dans notre corps qui va garder des émotions dans certaines parties de notre corps pour les maintenir éloignées de notre conscience. Et éventuellement, quand on se sent dans un environnement où on est en sécurité, quand on a des bonnes personnes autour de nous, qu'on est dans une place dans notre vie où on se sent assez solide pour aller faire le ménage là-dedans, eh bien, ces émotions vont remonter à la surface, ces mémoires, ces souvenirs. Et ça peut arriver en rêve, ça peut arriver avec une petite citation qui va apparaître sur votre Facebook, ça peut être une rencontre que vous faites et cette personne-là a des traits de caractère de la personne qui vous a fait vivre ces choses-là, mais un événement va survenir qui va permettre que ces souvenirs, ces mémoires, ces émotions qui sont stockées vont remonter à la surface pour vous permettre de les résoudre. La vie est tellement bien faite qu'on a ces opportunités de guérison qui se présentent à nous constamment. Et quand on les refuse, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a peur, parce que l'ego dit « ça va faire mal, ça va faire de la peine, ça va nous faire fâcher », bon, on sort la personne de notre vie ou on sort de la situation, eh bien, éventuellement, cette situation va nous être à nouveau présentée de nouvelles façons. C'est vraiment comme des examens pour passer au prochain niveau, au prochain niveau de conscience. Et donc, Pema Chodron dit Nothing ever goes away until it teaches you what you need to learn. Il n'y a rien qui disparaît vraiment tant que ça ne t'a pas enseigné ce que tu as besoin d'apprendre.
Donc, les situations vont revenir se manifester dans notre vie jusqu'à ce qu'on accepte en réalité d'y faire face. Et l'ego, ce qui est malheureux avec l'ego, c'est qu'il veut bien faire, il veut nous sauver la vie, donc il veut nous protéger toujours de ces situations qui risquent de nous blesser. Mais l'ego fait pas d'upgrade. L'ego, il est en version 1.0 tout le temps, toute notre vie. Donc, ce qui nous avait fait vivre un grand sentiment de détresse quand on avait 3 ans, puis là, on est rendu à 40 ans, on est rendu à 60 ans. Puis là, il y a quelqu'un qui veut nous prendre quelque chose comme notre sœur qui nous avait pris notre jouet préféré. Puis là, on est en grosse réaction d'alerte, alors que c'est peut-être une banalité quand on est rendu à 40 ou à 60 ans. Mais l'ego, il n'a pas fait d'upgrade. L'ego, c'est quand quelqu'un me prend quelque chose, ça me fait vivre la détresse, donc je prête rien. Tu sais. C'est ça qui est malheureux. Mais à un moment donné, quand on ouvre la porte à rencontrer ces parties d'ombre de nous, ces parties blessées de nous, eh bien, la vie est tellement bien faite qu'on va avoir des opportunités de le faire. Et ce que j'aime souvent dire, c'est quand on change notre perspective de les choses ne me sont pas arrivées. Je vais vous le dire en anglais parce que ça vient en anglais, puis après, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on change de It happened to me pour It happened for me. C'est pas comme on est la victime de quelque chose. On n'est pas comme ça à cause de. On est comme ça grâce à. Et quand on fait ce changement de perspective, tout change dans notre vie. Pourquoi je vous le dis comme ça? Ben, je vais finir mon histoire avec la fille qui m'a écrit ce matin. Puis après ça, je vais vous parler d'une autre histoire de courage. Donc, cette fille qui m'a écrit ce matin, qui a dû quitter la rencontre hier soir parce qu'elle vivait trop d'anxiété, à l'idée de devoir se présenter dans le groupe, mais qui fait le choix de s'en venir toute seule en République dominicaine, vivre cette expérience de retraite avec d'autres femmes. Vous imaginez qu'il faut qu'elle se donne des coups de pied dans le derrière avec des grosses bottes, là, tu sais. C'est pas évident. Bien, elle fait le choix de venir et elle est complètement dans la conscience. Elle comprend ce qui est à l'œuvre. C'est pas des fois parce qu'on comprend au niveau conscient qu'on est capable, au niveau émotionnel ou au niveau de l'ego, de transcender sur le moment ces situations-là. Évidemment, avec le temps, on y arrive. Et justement, ce qui va nous permettre de transcender ces situations-là, c'est le fait de mettre la lumière dessus, c'est de le partager avec quelqu'un qui va avoir une écoute bienveillante. Ce qui permet aux mémoires traumatiques et à ces événements de continuer à résider et à causer du dommage à l'intérieur de nous, c'est le fait qu'on les maintient justement dans l'ombre, qui sont occultés. Mais dès qu'on fait la lumière sur ces mémoires, sur ces paroles blessantes, sur ces fréquences énergétiques qui sont stockées dans notre corps, dès qu'on met la conscience dedans et qu'on accepte de les accueillir, et si en plus on a la chance de les partager, de les verbaliser avec une personne qui nous accueille dans la bienveillance, dans le non-jugement, la charge émotionnelle est libérée, ça s'en va après. Il peut nous rester une mémoire mentale de cette charge, mais la charge émotionnelle comme telle est libérée. Et ça prend du courage. Ça prend du courage parce que quand on a des années d'investissement énergétique à maintenir un souvenir, une sensation désagréable dans notre inconscient, imaginez toute l'énergie qui est prise là. Et c'est ça qui nous donne l'impression, c'est ça qui donne l'impression à l'ego que c'est énorme et que si on lève le couvert sur cette situation, ça va être comme un volcan qui va exploser puis ça finira plus de se déverser. Alors qu'habituellement, c'est une toute petite émotion qu'il y a derrière, mais c'est la grosse charge qu'on a mis dessus depuis 20 ans, 40 ans, 60 ans pour ne pas l'amener à la conscience parce que c'était inconfortable. C'est ça qui est gros. Alors, ça prend du courage pour plonger là-dedans. Une fois que c'est fait, on se rend compte que c'était pas grand-chose finalement, puis j'aurais dû faire ça avant, tu sais. Mais ça prend du courage pour le faire. Et donc, cette belle déesse, elle fait le choix de plonger et de s'en venir quand même. Donc, on a jasé un peu, puis je vais recommander des fleurs de bac pour qu'elle puisse supporter son processus en attendant d'arriver ici pour qu'on puisse l'accueillir dans le groupe et travailler ensemble. Et ce que je lui expliquais, c'est que ça aurait été aussi très salutaire pour elle et pour nous. D'abord, si elle nous l'avait mentionné hier soir,
ça leur aurait permis cette libération parce qu'on l'aurait accueilli dans la bienveillance et dans le non-jugement. Mais ça aurait permis à d'autres femmes aussi de pouvoir faire la même chose. Et c'est ça pour moi que j'expérimente beaucoup ces jours-ci et dont j'avais envie de vous faire part. C'est que, tu sais, je vous dis souvent, on est tous reliés. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Toutes les grandes traditions en parlent. Mais c'est vraiment vrai qu'on est tous reliés. Et depuis quelques mois, moi, je commence à vraiment le vivre dans mon corps physique, cette connexion avec les autres. Évidemment, on le vit tous à certains moments. Des fois, quelqu'un nous raconte leur histoire, ça nous fait vibrer, puis on peut ressentir la tristesse, on peut pleurer, on ressent quand quelqu'un vit une grande joie aussi, on le ressent quand on a un sentiment amoureux pour quelqu'un. Donc, on ressent les émotions les uns des autres. Mais moi, ce que je vis depuis quelques mois, c'est des trucs vraiment à distance, comme si je reçois vraiment énergétiquement. La connexion énergétique à distance, je la reçois beaucoup. Et comme on est tous reliés et qu'on est tous animés par une électricité, comme je vous dis, on peut valider l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme. Donc, il y a une charge électrique dans le corps. Tout fonctionne à l'électricité, même d'un point de vue platement biochimique. On n'a même pas besoin de rentrer les chakras puis les méridiens là-dedans. Platement vu, on fonctionne à l'électricité, même en médecine conventionnelle. Ils savent. C'est quand on n'a plus d'électricité dans notre cœur et dans notre cerveau qu'on est déclaré mort. Donc, on marche à l'électricité. Alors, comme on est électrique et qu'on fonctionne à une fréquence électrique, et qu'on est connectés les uns aux autres, vous comprenez que quand il y a une perturbation de fréquence dans une unité, l'autre fréquence, c'est-à-dire l'autre unité va sentir la perturbation de la fréquence. Et inversement, lorsque on est, nous, dans notre état de cohérence, dans notre état de paix intérieure, ça envoie une onde de paix. Pensez au diapason. Vous vous rappelez quand on était à petite école, puis on avait des cours de musique, puis on avait appris le principe des diapasons qui aident à harmoniser les instruments entre eux. Eh bien, c'est vraiment ça le principe. Pour moi, le diapason, c'est la représentation visuelle de ce qu'on vit au niveau humain. Et donc, le vrai rôle d'un thérapeute, c'est quand même, on va sur 25 ans en pratique clinique. J'ai fait plein de cours, plein d'approches, toutes sortes de titres, pour me rendre compte qu'en bout de ligne, c'est pas ça qu'on fait comme thérapeute. Le vrai travail du bon thérapeute, là, je m'en fous que tu t'appelles médecin, masso, naturo, acupuncteur, psychothérapeute, peu importe. Le vrai travail qu'on fait quand on est en relation d'aide, on n'est même pas obligé d'avoir un titre professionnel, on peut être en relation d'aide, on le fait tous, on le fait avec nos enfants, on le fait avec nos amis. On est absolument en relation d'aide, mais le vrai travail du professionnel ou du non-professionnel en relation d'aide, c'est de maintenir sa propre fréquence, son propre alignement, sa propre cohérence. Parce que quand on est nous-mêmes dans cet état-là, on est capable d'accueillir la distorsion de l'autre qui va, à notre contact, se réaligner et repartir dans un état de meilleur alignement. Et quand on fait des retraites, ben c'est sûr que là, on sort les gens de leur environnement où ils reçoivent toutes sortes d'ondes contradictoires et où ils sont désalignés. On les met dans un environnement complètement aligné, complètement sain, avec des gens dans la bienveillance et qui travaillent, on espère, leur propre alignement. Eh bien, ça fait que on est des diapasons les unes pour les autres. Et ça, on le fait dans des moments critiques, mais on le fait au quotidien avec tout le monde. Vous savez, quand vous passez une mauvaise journée, ben, il y a un effet d'entraînement avec les personnes que vous rencontrez par la suite. Là, c'est comme si tout va mal cette journée-là, parce que en réalité, c'est que vous êtes désaligné. Et donc, c'est ce que vous projetez. Et comme vous projetez ça, la personne, ça frappe son propre désalignement, puis elle vous le renvoie comme un effet boomerang. Donc, on est vraiment connectés et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, à chaque fois qu'une d'entre nous va dans son courage, ça l'aide le collectif. Parce que les nœuds qu'elle va défaire chez elle, les désalignements qu'elle va aller réaligner, bien, comme on est des diapasons les uns pour les autres, on le reçoit, on le vibre.
Puis, tu sais, on a parlé de la journée de la femme, puis des fois, on va parler, c'est arrivé dernièrement, Samuel Grenier avait parlé de Chris Anderson, puis on parle des héroïnes, puis des héros, mais moi, c'est ça que j'avais envie de parler ce matin, parce que j'ai dit, on est toutes des héroïnes, puis là, quelqu'un m'a dit, ah ouais, Julie Snyder aussi, puis une telle aussi, puis une telle aussi. Regarde, c'est sûr que, tu sais, comme je dis souvent, même Jésus-Christ dans le temple va péter sa coche, là. Nous autres, on est des humains ordinaires, avec des fois des missions de vie un peu extraordinaires. Des fois, on pète notre coche, tu sais. Puis des fois, on est dans le champ. Des fois, c'est le fait d'avoir été dans le champ qui va nous permettre des prises de conscience. Puis, tu sais, moi, j'ai pas encore lâché prise là, sur Julie Snyder puis d'autres comme ça. Sa vie n'est pas finie. Elle a encore l'opportunité de peut-être faire des prises de conscience. Puis, j'ai pas été tout le temps parfaite, puis vous autres non plus. Fait que, qui est-on en réalité pour juger? Si on peut juger des actions de quelqu'un, mais on sait pas ce qu'ils vivent en réalité. Bref, on a tous ce potentiel à l'intérieur de nous d'être les divinités que nous sommes. Parce on a une étoile de divin. Ce qui anime la vie, c'est une étoile divine. Hein? Sinon, on est un paquet de minéraux, puis de protéines, puis de choses pas trop intéressantes. Là. On voit de quoi ça a l'air. Quand il y a plus de, quand il y a plus d'étoiles divines, puis plus d'électricité dans notre corps, on sait de quoi ça a l'air. Donc, c'est vraiment cette étoile de divinité qui nous anime, qui lance le courant électrique dans notre corps et qui fait qu'on est qui on est et qu'on connecte et qu'on partage. Donc, quand on se permet de plonger dans notre courage, ça fait que les autres ont l'opportunité de le faire aussi. Alors, cette fille de ce matin qui vit son anxiété, mais qui va venir ici quand même et qui m'a permis de partager son histoire un petit peu, c'est le fait des thérapies. Mais ultimement, c'est le courage qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait que des gens vont se sortir d'une situation comme la pandémie et en sortir grandi, malgré toutes les pertes qu'on a vécues là-dedans? Puis les pertes, elles sont réelles. Tu sais, il y a des gens avec qui on peut plus avoir de relations pour toutes sortes de raisons. Il y a des emplois auxquels on ne reviendra pas, des pays, dans certains cas. J'en parlais avec ma coloc hier soir, qui est dominicaine, et je disais à quel point je me sentais pas capable, moi, de revenir au Québec. Je me sens encore en stress post-traumatique de ce que j'ai vécu au Québec. C'est grâce à ma collègue Marie-Josée que j'ai identifié que j'étais en stress post-traumatique parce que j'étais tellement dedans que je me rendais même pas compte que c'est ça que je vivais. Alors, c'est sûr que je me sens trahie, je me sens en deuil parce que c'est sûr que j'ai perdu beaucoup de choses dans les dernières années. Mais ce qui va faire la différence, qu'on va retourner une situation comme ça pour en sortir grandi, c'est le courage. C'est le courage de faire face à ce qui est, faire face à ces pertes d'amitié, ces pertes de certains membres de notre famille, ces pertes de relations. Il y a des relations de beaucoup d'années qui étaient très significatives pour nous qu'on a perdues dans cette histoire de pandémie. Mais moi, j'aurais envie qu'on comprenne vraiment la différence entre on est comme ça à cause de ou on est comme ça grâce à. Et ça, c'est le courage qui fait la différence. Le courage de plonger. Le courage de dire, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre, cette perte humaine, cette perte financière, le fait d'avoir peut-être dû vendre ma belle maison, le fait de peut-être décider que de vivre au centre-ville de Montréal, c'était pas la meilleure option pour moi de vendre ma maison, de m'en aller vivre à campagne. Il y a plein de gens qui s'organisent autour de communautés au Québec en ce moment, au Québec et partout ailleurs. On est beaucoup de Québécois à avoir quitté le Québec. On a le choix quand on fait face au courage. Puis d'abord, moi, le courage, je le définis comme étant ces moments où on a peur, mais on le fait quand même. Les gens me le disent souvent, ah, toi, t'es courageuse, t'es partie comme ça toute seule, pas d'argent, rien qui t'attendait là-bas.
Moi, je le vivais pas comme du courage quand je le vivais. Je le vivais comme l'avion est en train de planter, puis j'aime pas les hauteurs, puis j'aime pas ça sauter en parachute. Mais c'est soit je saute, soit je crève dans l'avion. Moi, j'en étais là, personnellement. Et ma situation à moi ne concerne que moi. Là. Ça veut pas dire que c'est la solution pour d'autres personnes, mais pour moi, en ce moment, quand ils ont dit euh, les frontières du Canada se referment, puis vous avez 3 semaines pour mettre votre situation d'injection à jour. C'est parfait, c'est tout ce que j'ai besoin. Je me suis retournée, j'ai préparé mes affaires, puis je suis partie. Alors pour moi, il y a une porte de l'avion qui s'ouvre, voici un parachute, tu sautes ou tu restes dedans. Moi, c'était ça. Donc moi, je le vois pas comme du courage. Je l'ai vu comme le moyen de survivre en réalité. Ben, une fois que tu survis, les premiers mois tu survis, à un moment donné, il faut que tu décides si tu veux rester en survie, puis continuer à pleurer tout ce que tu as perdu, puis être en crise après l'univers, ou ben non, ben l'univers dans le sens je n'étais pas en crise au sens littéral de l'univers, mais dans le sens de en crise contre tout le monde, mais particulièrement les mauviettes, les instituts vendus qu'on a comme gouvernement du Québec et du Canada. Donc, j'avais le choix de rester en crise et brailler le restant de ma vie ou de dire, bon, ben, voici, je vais en République dominicaine, il y a quand même des belles plages, il y a quand même de la bachata, il y a quand même des mojitos, les mecs sont pas trop moches. Je peux te faire quelque chose avec ça, tu sais? Mais je me suis retroussé les manches. Et le fait que moi, j'ai eu ma petite dose de courage aussi, j'avais peur, comme tout le monde, là, je suis pas partie... c'est pas parce que je sentais que l'avion était en train de planter puis que j'ai pris le parachute que j'avais pas peur. J'avais très peur. C'est pas vrai. J'avais pas peur. J'ai peur. J'ai mes journées. Mais le fait que moi, je l'ai fait, ça fait qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font. Que ce soit à travers ma retraite, que ce soit à travers d'autres choses que j'ai présentées. Mais le fait que moi, je suis allée dans mon courage, c'est-à-dire que moi, même si j'avais peur, je l'ai fait quand même, eh bien, ça fait que d'autres le font. Et quand ces autres-là le font, ça permet que d'autres le font aussi. Et c'est comme ça qu'on change le monde. On change pas le monde en mettant un nouveau candidat politique au pouvoir dans la même crise de structure pourrie. C'est pas comme ça qu'on change le monde. Puis en passant, oui, je sais, parce que c'est pas un vrai santé sans censure. Un matin, je prends mon café avec vous autres. Ceux qui sont pas confortables avec ça, c'est correct. Aller sur des murs de personnes qui savent pas. Donc, on change pas le monde en mettant des nouveaux candidats politiques, puis en mettant de l'argent dans tel programme, puis tout ça. Ça peut que ces choses-là aident, mais à la base, on change le monde, on crée un nouveau monde en se changeant soi-même, en créant la meilleure version de nous-mêmes, une journée à la fois, une heure à la fois, une minute à la fois dans certains cas. Il y a eu vraiment des bouts dans mon parcours en République dominicaine où c'était une minute à la fois. Genre, j'avais plus de remède COVID, puis j'étais en train de crever sur le toit d'une villa parce que tout nu, parce que tout ce qui me restait, c'était mon exposition à la vitamine D. Puis là, je me disais, si tu paniques, j'avais plus d'amplitude respiratoire. Si tu paniques, tu meurs ici, là. Parce que j'avais personne pour m'amener à une clinique. C'était le jour de l'an. Puis j'étais pris dans le fond de la campagne dominicaine. Et c'était littéralement une respiration à la fois. Donc, il y a des fois où le courage, c'est pas toujours de partir un orphelinat en Inde. Des fois, le courage, c'est juste de respirer en restant calme. Des fois, le courage, ben, c'est de prendre ton téléphone puis de texter à la fille qui organise la retraite pourquoi tu as quitté le groupe parce que tu étais en état d'anxiété aiguë puis que tu pouvais pas continuer, mais que malgré tout, tu fais le choix de venir confronter ça en t'en venant tout seul en République dominicaine, vivre une retraite, d'en partager ta chambre avec une femme que tu connais pas, une villa avec 14 filles que tu connais pas. Ça demande une dose de courage. Puis, moi, c'est ce courage des femmes ordinaires qui sont en réalité des héroïnes que je vis. Ça, c'est mon quotidien à moi. Parce que chaque femme que je rencontre,
en consultation est une héroïne à sa façon. Il n'y en a pas une de nous autres qui n'a pas une histoire. Peut-être que celles qui n'ont pas des histoires vont voir les médecins conventionnels, mais évidemment, celles qui arrivent à moi, elles arrivent parce qu'elles savent qui je suis. Souvent, elles ont des parcours atypiques. Puis c'est ça que j'ai envie de partager un matin parce que moi, ça m'inspire, puis j'ai beaucoup de gratitude de faire partie à ma manière de la vie de ces femmes-là, puis j'ai envie de vous partager ça comme un beau gros bonbon avec une boucle rose un matin. Alors, c'est ça pour cette femme-là. Donc, elle s'en vient. Puis, elle va prendre le remède homéopathique, la fleur de bac, que je lui ai proposé. Puis, j'ai hâte de lui faire un câlin dans la vraie vie. Ça, c'est une. Une autre dont je veux vous parler, c'est quelqu'un que j'ai rencontré hier. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je ne lui ai pas demandé la permission de partager son histoire dans les détails, mais c'est quelqu'un que j'ai connu récemment. Et c'est quelqu'un qui, comme moi, a fait le choix de vivre ici. C'est aussi une professionnelle de la santé. Et elle a parti un commerce ici, axé sur la santé et la beauté des femmes aussi. Et on a tout de suite connecté, comme ça arrive souvent, hein. La belle famille d'âmes qui est rentrée dans ma vie depuis la pandémie, c'est des gens qu'on connecte comme ça, comme si on était des amis d'enfance. Il y a quelque chose qui me fait absolument croire qu'on se connaît déjà parce que on se parle de choses très intimes, on est très ouvertes, très authentiques les unes avec les autres. Les unes et les uns, là, il y a des gars aussi dans le groupe, mais de par la nature de ce que je fais, c'est souvent plus des femmes. J'y crois vraiment qu'on est une famille d'âmes, qu'on a choisi de se réincarner ensemble à ce moment-ci pour aider dans la transition vers la renaissance. Moi, je suis vraiment plus à l'aise avec le terme renaissance qu'avec le terme nouveau monde. Parce qu'on a ces connexions instantanées, profondes, puis une joie quand on se rencontre, comme si on se retrouvait. Et donc, cette dame fait partie de ma famille d'âmes. Et elle était accessoire dans ma décision qui est encore en marche. Je suis encore en processus de vraiment m'installer en République dominicaine. Par des choses qu'elle m'a dites, puis vous savez, c'est ça. C'est quand on est dans notre alignement, on est aussi capable d'être un canal pour que les bonnes paroles, les bons gestes puissent s'exprimer à travers nous pour supporter les gens autour de nous. On devient vraiment ce canal. Plus on travaille notre propre cohérence, plus on s'attaque à notre ego. Ah, c'est pas fin de dire ça. On s'attaque pas à l'ego parce que l'ego, il est là pour vraiment nous protéger. Il veut bien faire, là. T'sais, il veut bien faire. C'est comme un parent bienveillant, mais qui l'a pas tout, là, tu sais. Fait on détruit pas l'ego, en réalité. On l'apprivoise. C'est mieux comme ça. On l'apprivoise, l'ego. On va dire ça de même. Mais plus on apprivoise notre ego, plus on apprend à le gérer, plus on peut être dans cet état d'alignement qui nous permet d'être inspiré par les bonnes paroles puis par les bons gestes pour aider, accueillir les gens autour de nous dans cet état de bienveillance et de non-jugement. Et donc, j'ai cette connexion avec cette femme et c'est une femme qui a vécu des choses assez importantes aussi, dont un accident grave de son fils quand il avait 2 ans, qui a laissé son fils hypothéqué. Il a notamment un diagnostic d'autisme, mais d'autres choses aussi. Et elle a quand même fait le choix de venir vivre en République avec son conjoint et toute la famille. Et évidemment, ici, c'est pas évident parce que on n'a pas de gros hôpital directement à Las Terrenas, puis même les gros hôpitaux valent ce qu'ils valent, là, tu sais, puis c'est pas vraiment pire qu'au Québec en réalité, là, mais tu sais, ça reste qu'on est quand même en République dominicaine. Donc, ça demande une dose de courage, puis de partir aussi des commerces ici. Puis,
c'est avec elle qu'on parlait de ça parce qu'elle me disait, tu sais, les gens me disent quand je mentionne que tout arrive pour une raison, puis que dans le fond, tout est toujours pour le mieux. Elle me dit, les gens me disent, oui, mais comment tu peux dire ça après ce qui est arrivé à ton fils? Puis c'est sûr que, tu sais, comme parents, là, ces choses-là, des décès d'enfants, des, des, des maladies graves, qui affectent nos enfants, c'est extrêmement dur à vivre. Ça nous fait passer par toute la gamme des émotions. Et elle dit, oui, parce que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui si mon fils avait pas vécu ça. Et j'ai dit, mais oui, inversement aussi, cet enfant-là s'est incarné avec toi. Puis là, moi, je parle de réincarnation, c'est mes croyances, ça n'engage que moi. J'en suis venue à cette conclusion de la réincarnation en raison d'un paquet d'expériences que j'ai vécues. Je pourrais vous faire un live sur la réincarnation. Mais bon, moi, je pense qu'on se réincarne. Et donc, j'ai dit, mais cet enfant-là, tu as choisi aussi parce que tu pouvais l'accompagner dans ce qu'il était venu vivre dans son corps physique, dans cette vie-ci. Et je pense la même chose de mon fils, en passant, qui était, pas qui est, c'est juste que là, il est rendu grand, il a en apparence moins besoin de maman, mais mon fils est le meilleur enfant que je pouvais avoir pour qui je suis. Et je sais pertinemment que je suis la meilleure mère pour qui il est aussi. On est parfait un pour l'autre. Là. Et je pense que ça doit être vrai. Moi, je n'ai juste un, là, mais je pense que ça doit être vrai pour tous les enfants, pour tous les parents. Pour ceux qui sont tous différents, puis qu'on est tous différents. Mais bref, on regarde ces gens de l'extérieur. C'est une femme qui a un certain succès financier et tout ça. Et on peut dire, elle le facile. C'est une belle femme, elle est en République dominicaine. Business va bien. Mais on ne sait pas tout le travail, tout le courage que cette femme-là a dû démontrer pour ne serait-ce que déménager ici avec un enfant qui a des défis au niveau de sa santé puis de sa vie quotidienne en réalité. Et donc, pour moi, ces femmes sont toutes courageuses, sont toutes des héroïnes. Puis tu sais, je suis certaine que si je lui disais, tu sais, que tu es très courageuse, elle me dirait, mais non, comme moi je dis que, ben non, j'ai pas fait montre de courage, j'ai juste pris le parachute qui était là parce que l'avion plantait du nez. Je suis sûre qu'elle me dirait la même chose, mais non, je suis pas courageuse, tu sais. J'ai un enfant qui a eu un accident à 2 ans, qui vit des défis, puis je fais de mon mieux, tu sais. Mais c'est des héroïnes quand même au quotidien, tu sais. Un autre dont je veux vous parler, c'est celle qui m'a écrit dimanche dernier, qui était en train de faire ses valises, puis moi, j'étais dans ma période d'introspection parce que, tu sais, j'étais beaucoup là-dedans, là. Parce qu'il faut déjà bientôt que je donne soit mon renouvellement de bail ou que je dise que je vais pas rester. Donc, il faut quand même que je décide est-ce que je me dépose en République pour un bout de temps ou je choisis de plus avoir de logement puis d'être nomade à la pousse comme je te vais ou je me choisis une autre destination, mais encore là, laquelle? Alors, j'étais vraiment depuis 2 semaines dans ça, tous les jours à regarder des destinations, le coût de la vie des destinations, les connexions Internet des destinations, etc. Ça devient épuisant, là. Ça prenait beaucoup de mon espace mental, puis j'étais pas bien, j'étais pas dans mon alignement, là. J'étais vraiment dans sécheuse. Alors, je me suis donné un break là-dessus en me disant, bon, ben là, j'attends un grand signe de l'univers, puis le grand signe, il vient pas, là, fait que je vais pas déménager pour déménager, puis payer du storage au Canada, puis en payer en République, puis regarde, je vais m'asseoir dessus, puis quand il y en aura un signe, si un jour il y en a, ben je ferai un move, tu sais, j'ai pu flusher 55 ans de vie au Canada, je vais être capable de flusher 1 an, 5 ans, 10 ans de vie en République dominicaine. Fait que installe-toi, ma grande, là, achète ton panier à linge sale au lieu de garder ça dans des sacs parce que tu veux pas rien acheter au cas où tu t'en vas, là. Regarde, achète ton panier à linge sale, puis un couteau à légumes qui coupe, ça pourrait être une bonne idée, ça te faciliterait le quotidien aussi, là, tu sais. Fait que j'ai comme pris cette décision que temporairement, mais à saveur un peu permanente, je vais m'installer un petit peu plus confortablement, puis que quand je sentirai l'appel d'aller ailleurs, j'irai ailleurs, mais que je ne vais rien forcer. Alors,
je suis là-dedans, puis là, en tout cas, dimanche matin, je suis partie faire ma marche sur la plage. Moi, c'est ça qui claire mon esprit, puis qui me reconnecte avec la nature, puis qui me réaligne, puis qui me dit, ben oui, c'est beau ici, là, ta gueule, au Québec, sont en neige, sont dans la tempête, sont gris, il y a un beau teint, la mer est belle, il y a de la musique, just be, là, tu sais. Fait que j'étais là-dedans. Puis là, la fille m'envoie un message pour me dire gratitude pour ta retraite. Tu sais, ça fait 5 ans que j'ai pas voyagé. Là, je suis en train de regarder mon linge, je vais faire ma valise, puis je trippe, puis je suis super excitée. Puis ça m'a. J'ai vraiment reçu, là, comme je vous dis, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci de recevoir les vibrations. En passant, il y a plein de tempêtes solaires, il y a plein de choses, il y a des alignements très particuliers aussi au niveau planétaire. Il y a des choses qui font que les gens qui ont une sensibilité sont encore plus sensibles, à part l'accélération de la planète, tout ça. Bref, je l'ai reçu, puis j'ai eu un déclic, tu sais, par rapport à ça. Ça m'a fait penser, en fait, le sujet du live d'aujourd'hui, que quand on fait montre nous-mêmes de courage, on permet à d'autres de plonger dans leur propre courage. Et ça m'a vraiment mis dans un état de gratitude intérieure. Puis ça m'a dit, mais oui, mais depuis que j'ai 19 ans, que je faisais ma formation en gestion hôtelière à l'THQ, que je faisais venir des dépliants de Vichy en France, puis des spas en Italie. On n'avait pas Internet à l'époque, évidemment. Et que je voulais déjà à l'époque combiner le tourisme avec la santé. Moi, je faisais de la danse plus jeune, je faisais de la gymnastique de compétition, je faisais des diètes, je fais des diètes depuis que j'ai l'âge de 9 ans. De toute évidence, ça marche pas. De toute évidence, ça marche pas. Parce que c'est pas là que ça se passe, mais en tout cas, bref. Puis j'ai beaucoup de connaissances en alimentation. Mais ça pour dire que la santé, ça a toujours été une de mes valeurs et le voyage aussi, tu sais. Je suis pas devenue représentante à destination à l'époque, puis ensuite anthropologue médical. Pour rien, j'aime cet aspect de m'immerser dans d'autres cultures, de comprendre pourquoi ils font les choses comme ils les font, surtout en ce qui a trait à la santé. Alors, mon courage fait qu'aujourd'hui, je peux recevoir mon premier groupe à destination en santé. J'accueillais des groupes à l'époque, mais pour Air Canada et tout ça, mais là, c'est mon groupe à moi qui s'est rempli dans un temps record. Dans un temps record, c'était réservé, payé, parce que je réponds à un besoin, parce que je pense que j'ai inspiré des femmes à ma façon et humblement. Et mon courage fait que d'autres vont aller dans leur courage. Et ça, là, ça me... Vous dire à quel point ça me touche, je vais donner émotive encore à en parler, mais à quel point ça me rend profondément heureuse. Parce que j'ai passé les 30 dernières années de ma vie à étudier toutes sortes d'approches en santé pour aider les femmes à guérir. Et je me rends compte qu'en bout de ligne, c'est mon parcours qui a un effet de guérison. C'est même pas toutes mes connaissances. C'est sûr que mes connaissances, ça ne l'est pas parce que on est des êtres multidimensionnels. Donc, à un moment donné, il faut se nourrir. Fait que d'avoir des connaissances en alimentation, c'est intéressant. À un moment donné, il y a des carences qui sont là, qui font que notre corps ne travaille pas de manière optimale. Alors, d'avoir des connaissances au niveau des suppléments nutritionnels, des plantes médicinales, d'avoir des connaissances en homéopathie, d'avoir des connaissances en thérapie psychocorporelle, tout ça, c'est des choses qui aident. Mais ultimement, mon seul vrai rôle, c'est d'être aligné moi-même, c'est d'être dans cet état de diapason où je peux réellement influencer l'autre en étant simplement moi et moi aligné. Ça aide l'autre à se recalibrer. Et c'est fou parce que j'ai toujours été guidée par cette phrase du Dr. Bach qui dit que la maladie, c'est la fracture entre l'âme et la personnalité. Donc, je l'ai toujours su, ça. Mais c'est aujourd'hui, grâce à, et non pas à cause de, mais
grâce à le chemin de croix que j'ai vécu avec la pandémie, eh bien, aujourd'hui, je peux être dans cet espace. Aujourd'hui, cette situation-là a été tellement difficile pour moi que ça l'a fait remonter beaucoup de situations que je pensais résolues, mais qui, de toute évidence, à un certain niveau, n'étaient pas résolues. Et ça m'a donné l'opportunité de les résoudre. Donc, je suis dans un état d'alignement comme je ne l'ai jamais été dans ma vie, à un niveau d'une profondeur comme je ne l'ai jamais été non plus, ce qui fait que je peux faire un travail avec les femmes à un autre niveau aussi. Et pour ça, j'ai énormément, énormément, énormément de gratitude. Gratitude aussi de la confiance que ces femmes courageuses mettent en moi. Ces femmes qui me connaissent à travers le web pour la plupart me font des virements d'argent dans mon compte personnel. On n'a même pas de contrat de signé. C'est quand même des montants importants. Elles s'en viennent dans mon pays euh, partager une vie-là avec des femmes qu'elles ne connaissent pas sur la base de ce que je leur ai partagé. Donc, ça demande quand même de la confiance. Puis la confiance, comme la fille de ce matin qui m'a écrit, ben voici pourquoi j'ai quitté le groupe et voici pourquoi je vis de l'anxiété. Elle m'a jamais vue là, face à face, tu sais, puis elle me partage de cœur à cœur son expérience. Ben ça, c'est du courage, les amis. Ça, c'est du courage. Puis c'est de ça dont on a besoin, d'abord pour se guérir soi, mais aussi pour assister cette transition vers la renaissance. Alors, les gens me disent toujours, ben moi, je me sens tellement impuissante parce que quand je parle, tu sais, du Forum économique mondial, puis de Billy Boy, puis toutes ces choses-là, les gens se découragent. Ils me disent, mais moi, je me sens impuissante. Mais c'est pas vrai, parce que chacun d'entre nous a ce pouvoir d'apprivoiser son ego. Chacun d'entre nous a ce pouvoir d'être plus près possible de son alignement. Ou est-ce qu'en étant en alignement, on résonne avec les autres, puis on peut être inspiré des bons gestes et des bonnes paroles. On l'a toutes et tous, ce pouvoir-là et ces opportunités de guérison-là. Et c'est juste ça, notre responsabilité. C'est juste ça. Et c'est tout ça. C'est d'être dans notre courage. C'est quand on a une émotion d'envie avec les belles plages de Chantalane. Quand on a une émotion de rancune envers notre sœur qui s'est encore fait telle affaire. C'est de choisir d'y faire face. C'est de choisir d'accueillir cette émotion, cette charge énergétique dans l'ouverture avec l'intention de guérir pour être une meilleure version de nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ça notre rôle. Et je vous garantis que quand on va être 8,2 milliards d'humains à faire ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, les psychopathes. Savez-vous pourquoi on n'a pas besoin de s'en occuper? Parce qu'ils ne feront plus partie de notre réalité. Quand on syntonise la radio à 101,3, la bande du 103,3, on ne la syntonise pas. Quand nous, on s'élève en évolution, en conscience, en vibration, on ne syntonise plus leur basse fréquence. C'est juste ça notre rôle. De plonger dans notre courage. C'est juste du courage qu'on a besoin. Je vais vous partager d'autres histoires de courage pour vous inspirer. Je veux vous parler d'une autre femme. D'une femme qui a choisi d'adopter un enfant en Haïti. Une petite fille de 3 ans. Vous savez, si vous connaissez les théories de l'attachement, vous savez que tout se passe entre 0 et 7 ans. Adopter un enfant, là, moi j'ai été adoptée, je sais ce que ça représente. Adopter un enfant, c'est courageux. Parce que ce petit bébé-là, ou cette petite fille, ou cet ado, arrive avec un bagage. Déjà. Avec des blessures importantes qui vont façonner toute sa vie, toute sa personnalité. Et on choisit d'amener ces petits êtres blessés-là dans notre vie.
et de les aider, de les accompagner au meilleur de nos capacités. Ça demande du courage. Quand en plus on va chercher un enfant dans un autre pays qui a vécu des traumatismes autres que celui déjà de l'abandon, ça prend du courage. Et rajouter à ça une petite fille avec des besoins particuliers, une petite fille sur le spectre autiste, qui est arrivée bien en bas de son développement physique, psychologique, en raison de négligence à tous les niveaux. Ça prend du courage. Cette fille, éventuellement, est tombée enceinte. Elle a mené sa grossesse à terme d'une petite fille qui est décédée à 17 jours de vie. Si vous avez expérimenté un deuil périnatal, peu importe à quel stade de votre grossesse, expérimentez vous-même ou des proches autour de vous. Vous savez que ça peut être une expérience vraiment dévastatrice pour toutes sortes de raisons. Et il y a très peu de ressources au Québec. C'est un sujet qui est encore extrêmement tabou. Alors, cette personne a fait la chose courageuse que je vous parlais tantôt. Elle a tourné cette situation pour en faire une opportunité de croissance. Elle a créé des ressources de deuil périnatal. Elle a voulu donner ce qu'elle n'a pas reçu. Elle, que sa petite fille avec les besoins particuliers adoptés. Qu'est-ce qu'elle a fait après ça? Elle est allée adopter un autre enfant en Haïti. Et cette femme, ben, c'est une héroïne au quotidien qui va sûrement être surprise que je parle de son histoire comme étant une histoire de courage. Parce que c'est ça qu'on a de particulier, les héroïnes. On ne sait pas qu'on est courageuse. Business as usual. Je vais vous parler d'une de mes patientes, amie, qui se bat pour sa vie en ce moment. Elle est courageuse, pas juste parce qu'elle se bat pour sa vie. Elle a un cancer, elle est en soins palliatifs. Et elle a fait le choix de refuser les traitements conventionnels. Elle prend des choses pour soulager sa douleur en ce moment, évidemment. Mais elle n'a pas fait de chimio, radio, etc. Et ce n'est pas son premier séjour en soins palliatifs, puis j'espère que ce n'est pas son dernier. De choisir, quand on vit au Québec, de refuser les traitements conventionnels, ça prend beaucoup de courage. Imaginez le stigma dans l'environnement. Puis quand les gens vous voient dépérir aussi et qu'ils ne comprennent pas votre choix. Parce que dans la tête des gens qui n'ont pas fait leur recherche, tu ne mets pas les chances de ton côté. Les gens vont toujours te dire, mais là, tu peux bien faire tes affaires, tes patentes, si tu veux, mais ça ne t'empêche pas de prendre ta chimio. Pourquoi tu n'apprends pas? Tout le monde l'apprend. Ben ouais. Ça demande beaucoup de courage. Puis de rester fidèle à tes croyances et à ton ressenti quand tu es rendu aux soins palliatifs, ça demande aussi beaucoup de courage.
Surtout quand tout ce que tu veux, c'est vivre. Je m'excuse, ça me touche parce que quand j'étais sur la plage dimanche passé avec ma crise existentielle, de dans quelle île je voulais aller vivre, tu sais, je pensais à elle parce qu'elle veut venir, mais je peux pas l'accueillir chez moi parce que, évidemment, quand tu es malade comme ça, t'es pas assurable. Si elle vient ici, il y a un système de santé publique ici, mais qui est très basique, là. Quand tu as des assurances, c'est correct, mais sinon, c'est très basique. Je peux pas l'amener ici quand elle est en soins palliatifs parce que c'est sûr qu'elle va avoir besoin du système. D'abord, ils ne la laisseront pas, le même pas rentrer à l'hôpital avec sa condition médicale. Puis, comment elle va voyager dans l'avion? Fait que, euh, c'est ça que je voudrais le plus, c'est l'amener. Alors, quand je partage mes vidéos, puis mes choses comme ça, c'est sûr que j'ai une pensée pour elle. Elle, c'est juste ça qu'elle veut. Elle voudrait juste pouvoir venir. Elle veut juste vivre. Elle est en l'attente d'un traitement à la fin du mois qui vient d'ailleurs. Puis je souhaite qu'elle soit capable de venir m'en rejoindre. C'est en pensant à elle aussi que j'ai pris ma décision de rester parce que en restant ici, il y a des traitements que je vais pouvoir offrir, comme les injections de vitamine C, comme le 714X, comme le cocktail Myers, comme la thérapie hyperbare, parce qu'il y a une chambre d'hyperbare ici. Euh, je vais pouvoir accompagner des gens dans des traitements que je ne peux pas faire au Québec. Mais ça, c'est un autre héroïne qui, malgré sa bataille, encore, avec le cancer, qui a prive maintenant de l'usage d'un de ses bras. C'est très difficile de marcher. C'est difficile en ce moment. Mais avec le courage qu'elle a, moi, je pense qu'elle va ressortir encore du palliatif. Encore. Je pense que c'est sa troisième fois. Puis qu'on va aller la manger ensemble. La gelato. Le gelato, je pense qu'on dit le. C'est une autre courageuse. Des courageuses aussi, je voudrais mettre ma mère adoptive, qui m'a adoptée quand j'avais 3 mois. Fait que vous comprenez que c'est ma mère. Ma mère qui a vécu sa vie avec mon père, abuseur, à tous les niveaux. Il était extrêmement violent, mon père. Ne mangeant esti des claques à la gueule. Puis ma mère a fait le choix. Ma mère, avec sa deuxième année de primaire, qui vivait un complexe à cause de ça et qui n'est pas partie en pensant qu'elle ne pourrait pas gagner sa vie, même si ça faisait des ménages, même si c'était très aimée des madames chez lesquelles elle faisait les ménages, puis qu'elle aurait pu gagner sa vie. Mais elle n'avait pas cette confiance en elle de partir. Chaque fois, je lui disais, pourquoi on ne part pas? Elle me disait, parce que c'est ton père qui gagne l'argent. Comprenez-vous que moi, j'allais gagner mon argent, puis elle n'avait pas un esti qui allait me donner des claques à la gueule parce que j'avais pas d'argent. Ah, et puis je me suis tellement bien programmée que j'ai toujours été avec des hommes qui n'avaient pas d'argent. Fait que c'était probablement un moyen inconscient d'éviter les claques à la gueule, en tout cas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à notre niveau de conscience. J'essaie tranquillement de faire mieux. Alors, ma mère, qui a passé sa vie avec cet homme-là, quand elle a eu son cancer, un cancer des poumons, et puis elle a fait le choix, elle aussi, de ne pas aller vers la médecine conventionnelle. Elle a fait toutes les démarches. Puis quand elle a vu que c'était des 2 poumons, que ça ne donnait rien d'opérer un, d'enlever un poumon, tout ça, elle a choisi de ne pas embarquer là-dedans.
Et malgré mon frère qui m'avait dit mêle-toi pas de ça, c'est mon cas, c'est mon dossier. Parle-moi de ça quand ma mère a eu son diagnostic. Vous remarquez en passant qu'il n'y a personne avec mon nom de famille sur mon Facebook, malgré les 10 000 personnes. Entre mes deux pages Facebook, il n'y a personne qui a mon nom de famille. Pas exactement proche d'eux autres. Donc, mon frère qui m'avait dit que c'était son dossier, l'affaire de ma mère, de ne pas me mêler de ça avec mes affaires de naturopathie. Fait que, pas une petite fille parfaite, je ne m'en suis pas mêlée. Jusqu'à ce que ma mère m'appelle. Tu sais, ma mère était en Abitibi jusqu'à la fin. Moi, j'étais à Montréal et puis elle m'a dit tu peux-tu faire quelque chose pour moi? J'ai dit ben oui, je peux faire quelque chose pour toi. Je l'ai emmené chez moi pendant une semaine qui a été une semaine extraordinaire. J'en ai déjà parlé. Pour ceux pour qui je radote, je m'en excuse. Ma mère est venue passer une semaine chez nous. Je l'ai installée sur ses jus, ses suppléments. Puis, tu sais, ma mère, qu'est-ce que tu veux? C'est une femme qui a passé sa vie dans un rang en Abitibi. Là, elle n'est pas allée en thérapie, elle n'a pas fait de massage, elle n'a pas, tu sais. Fait que j'ai dit, garde, comme je suis partie de chez nous à 15 ans, puis qu'il y a plein d'affaires de ta vie que je sais pas, j'aimerais ça comme écrire un peu ta biographie pendant que tu es avec moi cette semaine. Fait qu'on a fait ça. Et puis, ça a été des moments magiques. On a ri, on a pleuré ensemble. Elle m'a raconté plein de choses, sûrement qu'elle avait jamais raconté à personne. Puis, ma mère était croyante, puis elle croyait au frère André. Je l'emmenais à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça a été un autre beau moment. Puis, ma mère est partie de chez nous transformée. Après une semaine, c'est comme si elle avait rajeuni de 20 ans, elle était lumineuse à travers son cancer. Moi je pense qu'elle était guérie. Pour vrai, là, je pense qu'elle était guérie. Alors, elle avait un pronostic de 3 à 6 mois de vie. Ma mère a fait 5 ans et demi comme ça. 5 ans et demi. Et ma mère serait encore en vie, selon moi. Ma mère est morte il y a 2 ans, 1er février. 1er février 2021. Toute seule. Une autre affaire que j'essaie tranquillement de pardonner. Pas à ma mère, là, ma mère, c'est correct son choix, mais parce qu'on m'empêchait de l'avoir. Elle était dans un centre de fin de vie privé, on m'empêchait de l'avoir. Mais où ma mère a été courageuse là-dedans, c'est que cette femme qui a vécu dans une grande maison de campagne avec des hectares et des hectares de terrain, avec un lac en arrière, à aller racler ses feuilles, cueillir ses framboises, pelleter sa neige. Ils ont dû vendre éventuellement la maison un petit peu avant la pandémie. Mon père adoptif a eu 2 ACV auxquels il a survécu. Moi, je souhaitais que ma mère ait au moins quelques années de paix à la fin de sa vie. Mais ça n'a pas été le cas. Il a survécu. Il survit encore. Alors, il a perdu son permis de conduire, évidemment, donc ils ont été obligés de vendre la maison en campagne. Moi, je pensais que ma mère allait dépérir et pas affronter la vente de la maison qu'elle vivait depuis 60 ans. Mais non, elle a passé au travers. Ils ont déménagé dans un beau petit logement, là, dans un centre de personnes autonomes quand même. Là, écoute, elle tripait, là, elle m'écrivait des choses. Pas elle m'écrivait, ma mère n'avait pas de cellulaire, elle me laissait des messages. Tout ça. Je me rappelle la première semaine qu'elle était là, je l'ai appelée, puis elle me dit hey, on a toujours 2 choix de repas à la cafétéria. Elle dit, j'ai mangé des croque-monsieur avec une salade. Puis le matin, j'ai comme 6 choix de céréales. Tu sais, ma mère n'avait jamais sorti du rang, là, comprenez-vous? Puis pour elle, c'était comme un enfant devant le sapin de Noël, là. Tout était à découvrir. Puis tout le monde l'aimait, ma mère, tu sais. Fait que là, elle avait des amis, ce qu'elle pouvait pas avoir dans le fond du rang là-bas, réellement. Puis elle pouvait un petit peu s'échapper de mon père parce que là, elle pouvait sortir. En tout cas, bref. J'aurais aimé ça qu'elle puisse profiter de cet endroit-là pendant quelques années. La pandémie est arrivée. Mon père a survécu à ses injections. Je pense qu'il est rendu à 24, je ne sais même pas, là, mais lui, il croit à ça, tu sais. En tout cas, il a survécu à tout.
C'est ça comme ça, hein, les méchants dans les films, esti, c'est toujours eux autres qui survivent à tout. En tout cas, ils ont survécu ces 2 AVC, puis son esti de pile d'injections, en tout cas. Mais ma mère, au mois d'octobre 2020, n'en pouvait plus après avoir survécu 5 ans à son cancer des poumons, après avoir survécu à la vente de sa maison dans laquelle elle vivait depuis 60 ans. Elle a décidé qu'elle n'en pouvait plus vivre comme ça. Il réveillait le matin à heure fixe. Il fallait qu'elle aille déjeuner en suivant une petite flèche, s'asseoir à une place désignée à une table avec la même personne en avant d'elle, la même personne à côté d'elle, se faire harceler 2, 3 fois par jour pour des prises de température. Elle s'est tapée les injections, parce que ma mère n'était pas du style à s'opposer à rien. Elle y croyait pas. Mais elle s'est soumise pareil pour pas causer de vagues, parce que ça, c'était son genre. J'en ai voulu aussi parce que j'aurais voulu l'accompagner dans ses visites médicales, mais mon frère, de qui c'était le dossier, ben, il prenait toute la place. Et puis j'ai essayé d'en parler avec lui, puis ça m'a blessée qu'elle soit pas capable de dire de me faire une place. Puis j'en ai voulu. C'est le genre de choses que quand les gens sont en train de mourir, on devrait pouvoir résoudre. Mais moi, j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas injectée. Je restais dans une zone rouge et ma mère était dans une zone jaune. Je me suis accoquignée avec un militaire parce qu'il y avait un barrage pour aller en Abitibi pour pouvoir aller voir ma mère mourante. Le gars avait pris congé, on partait pour pouvoir passer le barrage, pour pouvoir aller voir ma mère. Et le matin, avant de partir, la coordonnatrice du centre de fin de vie où m'avait arrêté m'a dit que je pouvais pas y aller parce que je n'étais pas injectée, que je pouvais passer le test à Val d'Or, le test PCR de merde, avec aucune validité scientifique, pour aller la voir. J'ai essayé d'argumenter, j'ai dit, écoute, je travaille toute seule chez moi. J'ai plus de vie depuis un an. C'est sûr que je suis pas infectée, là. Non seulement j'ai pas de symptômes, mais je suis pas en contact avec personne, Chris. Puis ma mère est en fin de vie, là. Elle va mourir. Je vais faire quoi? Moi, lui donner COVID, elle va mourir 48 minutes plus vite. What the fuck? Je vais le mettre ton souffle de cosmonaute, là. Ma mère est dans une chambre privée, dans un centre de fin de vie. C'est pas comme je vais aller infecter des petits bébés naissants, là. Rien à faire. En conséquence, ma mère est morte seule, comme un chien. La femme qui m'a adoptée comme petit bébé de 3 mois, qui a pris soin de moi comme sa propre enfant, est morte seule comme un chien. Pour un gain de poquet qui voulait rien comprendre. Une personne humaine, là, à qui j'expliquais la situation, aurait dit, garde, on va te mettre le saut dehors, là, rentre en catimini, fais pas de vagues, va faire tes adieux tranquille. Non. Alors, j'ai pas eu la chance de le faire. Et ma mère n'a pas eu la chance qu'on se voit. Ma mère n'a pas eu la chance qu'une personne lui tienne la main, sentir un contact humain. Et sachant ça, elle a quand même fait le choix de partir. Au mois d'octobre, elle m'a dit, je ne veux pas continuer mes traitements. J'ai dit, bon, tu le sais, si tu arrêtes, qu'est-ce qui va arriver? Elle m'a dit, combien de temps tu penses que j'en ai? J'ai dit 2 à 3 mois. Elle dit, c'est OK. J'ai dit, regarde, moi, je ne la vivrai pas, là. Ta réalité, je ne peux pas t'exiger à toi que tu la vives. Moi, je ne serais pas capable. Fait que si c'est ton choix, tu avais 3, 6 mois, tu es rendu à 5 ans et demi. Si tu veux check out, tu peux check out. Je lui ai parlé au téléphone le matin qu'elle est partie.
Elle a eu le courage de ne pas flancher sur sa décision, mais elle a surtout eu le courage. À l'hôpital, ils lui ont proposé de l'accompagner dans le centre où elle vivait, à domicile. Et elle a choisi d'aller dans le centre de fin de vie où sa sœur était décédée. Elle avait aimé l'endroit. Et surtout, mon père n'était pas là. Fait que le seul pouvoir qu'elle a eu, c'est de décider quand elle partirait et qu'il ne serait pas là pour l'écœurer dans ses dernières heures de vie. T'sais. J'aurais tellement voulu que la vie lui donne un an de paix. Mais elle s'est choisie 4 jours dans un centre de fin de vie où est-ce que lui n'était pas là. Ça s'appelle du courage dans mon livre à moi. Je pourrais vous parler des heures et des heures parce que des histoires de courage de femmes ordinaires, j'en ai plein. C'est ça mon quotidien. D'être témoin de femmes qui se battent contre la maladie, contre le système. Une autre femme qui s'en vient dans le groupe des DS, qui est éducatrice à la petite enfance. Puis elle nous en parlait hier, puis elle est devenue super émotive, juste à nous dire qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Puis à nous dire que ça n'a pas été facile dans les 3 dernières années. T'sais. Vous savez qu'il y a des enfants dans des écoles qui avaient des cartons pour pouvoir enlever le masque pendant 5 minutes, puis ils en avaient 1 ou 2 par jour. Même si tu n'es pas naturopathe dans la vie, puis même si tu n'as pas fait des études qui te permettent de bien interpréter des résultats d'études cliniques, là. Comme on disait par chez nous, rien qu'à voir, on voit bien. Mais Chris, rien qu'à voir, on voit bien que de crisser un masque antibactérien avec des pores grosses comme ça dans la face des petits-enfants contre des virus gros comme ça, puis les faire asseoir avec des marques dans la salle puis au sol dehors, que ça peut pas être bien bon hein, pour ces petits-enfants-là. D'avoir quelque chose, là, dans le manque d'oxygène, puis dans le fait de respirer la même crise de monoxyde de carbone toute la journée, puis l'humidité du masque, puis les bactéries qui se forment là, puis le graphène qu'il y a dans le masque, tu sais. Ben, il y a des femmes là, qui vivaient ça au quotidien, tu sais, d'être obligées de dire à l'enfant, remets ton masque. Qu'est-ce que vous pensez qu'elles vivaient, ces femmes-là, à l'intérieur? Je dis les femmes, là, il y a des hommes aussi, évidemment, mais c'était une femme dont il était question hier. J'ai des amis dans le système aussi qui ont choisi de rester dans le système parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur job. Puis aussi parce qu'elles croyaient qu'elles pouvaient faire une différence dans le système durant la pandémie. Qui allaient travailler tous les matins à compte courant. Des infirmières qui se sont soumises aux 3 tests PCR par semaine, qui se faisaient rentrer le Q-tip dans le fond de la fosse nasale ou de la gorge. Qui n'ont pas flanché. C'est du courage que ça prend, ça, les amis. Ça, c'est des héroïnes pour moi. Puis parce que ces femmes-là n'ont pas flanché, ces femmes-là ont fait un monde de courage, elles ont permis à d'autres personnes de pouvoir aller se faire traiter, de pouvoir poursuivre une grossesse, tout ça. Moi, j'ai profondément de gratitude pour ces femmes qui, au quotidien, sont des héroïnes invisibles. Des héroïnes invisibles parce qu'on ne sait pas ce que les autres vivent en réalité. Celle que tu penses qui est heureuse avec son conjoint, celle que tu penses que tu caches, que ça a l'air de bien aller sa vie parce qu'elle a des belles photos sur Instagram, puis elle a bien des likes. C'est un peu pour ça aussi que je fais ce que je fais.
sais, j'aurais pu faire le choix là, de vous montrer juste des belles photos de la République dominicaine, puis des belles photos de moi toute maquillée quand je m'en vais danser avec juste les parties de mon corps que je trouve belles. Mais encore une fois, quand on se permet d'aller dans notre courage, le courage de se montrer tel qu'on est. Je vous en ai déjà parlé. Moi, je faisais des émissions de radio, j'avais 8 pages de texte, je respirais à bonne place. J'allais faire des émissions de radio maquillées, puis bien mise. Radio, un niveau de perfectionnisme extrême. Aujourd'hui, je fais des lives sur la beach, le vent dans les cheveux, le crâne à l'air, en maillot de bain, en bikini, avec toute ma plantureuse moi-même sur la beach. Parce que quand j'ai le courage d'être dans mon authenticité, malgré ma peur panique de l'abandon, je sais que je vous ouvre la porte à aussi être dans votre authenticité, à aussi avoir le courage de vous montrer tel que vous êtes. La beauté, c'est tellement pas l'affaire extérieure. Puis ça aussi, je suis confrontée à ça parce que, tu sais, je pensais que j'étais ménopausée, mais j'ai une petite menstruation. Il y a 2 choses. Je pense que je vais être menstruée jusqu'à ma mort, moi. Mais c'est correct parce que techniquement, la définition de la ménopause, c'est quand ça fait 1 an qu'on n'est pas menstrué. Moi, j'arrive jamais à faire 1 an. Tu sais, je veux pas être à la ménopause. Ça, je vous ai raconté qu'à un moment donné, je faisais 3 tests de grossesse. J'avais vu mon médecin, qui est un ami par ailleurs, puis il me disait, t'es-tu à la ménopause? Je dis non. Il dit, OK, mais t'es pas menstrué? Je dis non, mais j'ai fait 3 tests de grossesse, puis il était crampé. Puis là, il m'a dit, après combien de tests tu décides que finalement, c'est pas une grossesse, puis c'est peut-être la ménopause? Je dis, je le sais pas. Je pense que j'achète tellement pas ce concept-là. Moi, je suis tellement pas dans le portail culturel de la vieillesse que c'est comme ça se peut pas que je sois ménopausée. Je suis tellement pas rendue là psychologiquement, tu sais, que je pense que mon corps, il dit, OK, elle n'est pas rendue là, mais on va y en donner encore un petit peu. Mais en tout cas, bref. Euh, Mais la réalité, c'est que je vieillis pareil, tu sais, puis que je suis dans une ville de plage où est-ce que la moitié du temps, on est en bikini ou en petit bras de soleil serré, où est-ce que les bourrelets passent, puis la peau pend, puis, tu sais, les ailes de poulet, puis tout le kit, là, tu sais, all dress, la totale. Là, ben, tu sais, j'ai des amis qui font de l'esthétique médicale ici, moi, tu sais, puis il y en a qui font une belle job, tu sais, puis là, tu te dis, ouais, mais tu sais, je pourrais peut-être, là, tu sais, un petit peu ici, puis une petite injection là, puis tu sais, j'ai fait le choix que non, puis là, je dis tout le temps, moi, je me donne le privilège de changer d'idée, là, tu sais, peut-être que dans 1 an, je vais décider que telle affaire, je la fais chirurgie, là, tu sais. L'important là-dedans, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, si moi je le fais parce que ça dérange tel aspect, puis je veux vraiment ça, c'est correct. Mais il faut le faire pour soi, il ne faut pas le faire pour les autres. Il faut le faire vraiment parce qu'il y a quelque chose en nous qui est plus bien avec ça. Ça ne représente plus physiquement notre image interne de nous-mêmes. Puis en même temps, il faut se travailler sur l'acceptation du fait qu'on vieillit. C'est un processus inévitable, mais on peut avancer en âge, on n'est pas obligé de vieillir. C'est pas de même que ça marche. Là. Donc, j'y regarde là, toutes les affaires, puis il y en a tout un menu. Là. Moi, je ne baignais pas dans cet univers-là, donc je ne connaissais pas toutes les interventions possibles, mais il y a plein d'affaires qui peuvent se faire maintenant. Puis merci la vie, parce que, je veux dire, il y a des femmes pour qui ça va être une étape importante dans leur estime d'elles-mêmes, puis dans l'acceptation de certaines choses. Ça, c'est all good. Mais je trouve que, pour moi, à ce point-ci, aujourd'hui, d'un, je suis pissou à mort. Moi, j'ai peur de prendre des prises de sang. Il faut que je me motive pendant 1 an pour aller passer ma prochaine prise de sang. Je suis pissou à mort. Je ne tolère pas du tout la douleur. Donc, j'ai peur d'y aller. Puis je me dis, j'ai assez vécu d'opérations dans ma vie. Je vais toujours bien pas choisir consciemment d'aller en faire une. Alors, déjà, en partant, ça me décourage. Ça fait 1 an que je jongle avec l'idée d'un tatou, puis je suis toujours pas prête. Là, ça vous donne une idée. Donc, il y a ça d'une part. Puis d'autre part, je trouve que une incohérence à
prêcher l'acceptation de soi, l'authenticité, le bien vieillir, la beauté intérieure, puis d'un autre côté, aller me faire des opérations ou des injections ou tout ça. Puis, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je serai là, mais là, je suis pas là encore. Là, je suis encore jeune, je ne suis pas bien opposée. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça aussi, ça prend du courage. Ça aussi, ça prend du courage dans notre société actuelle de vieillir. C'est pour ça que je vous partage souvent des trucs là-dessus. J'ai beaucoup aimé l'intervention j'oublie c'était qui, Corneille. Corneille dans un concours de voix, là, je ne sais plus comment ils les appellent maintenant, il y a eu tellement de versions, mais il y a une femme, je dirais qu'elle devait avoir fin soixantaine facile, peut-être même 70, une belle madame qui était participante. Puis Corneille lui a rendu hommage. Il a dit, tu sais, ça me fait tellement du bien de voir une femme comme toi, comme vous. Parce que dans mon pays, les gens qui vieillissent en âge sont valorisés. C'est les sages de la tribu. Et les gens les, les mettent sur un piédestal d'une certaine façon. Puis même ici, tu sais, en République, c'est particulier. Parce que comme femme, on se fait un peu mettre sa tablette d'une certaine manière, ou ben on se fait courir par ce qu'ils appellent ici les Sanky-Panky, les gars qui veulent se faire vivre des femmes. Il y en a un qui est rendu célèbre au Québec maintenant grâce à mon mur Facebook. Hey, c'est cool, 2 mois plus tard, je suis capable d'en rire. Ça va bien, mon affaire. Ici, c'est particulier parce qu'il y a d'un côté une vénération envers les femmes vieillissantes. Ils nous appellent Doña, tu sais, puis Doña, c'est comme Madame avec un grand M. Là. Parce que ici, les femmes sont valorisées pour leur maternité, sont valorisées parce que, vous savez, les femmes latines en général sont très travaillantes, très propres, maintiennent leur maison, s'occupent des enfants. Maintenant, la réalité, c'est qu'elles travaillent ici dans des hôtels. Si les horaires, c'est 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Elles essaient de prendre soin de leur famille. Les hommes ici ont des enfants à gauche, à droite. C'est rare les familles traditionnelles ici. Là. Les hommes ont des enfants à gauche, à droite, puis ça reste quelques années avec une, ça part avec un autre. Ils sont avec une, font des enfants ailleurs. Fait que les hommes sont pas super impliqués dans la vie des enfants. Ici, la mentalité, c'est vraiment que les enfants sont de la femme, appartiennent à la femme. Donc, il y a quand même un respect par rapport aux femmes, de dire c'est vrai. Puis les gars, ben, ils respectent leur mère parce que c'est leur mère qui les a élevés. Ils ont vu les sacrifices que leur mère a fait et tout ça. Donc, la femme a une place particulière. Tu sais comme souvent, là, tu essaies de dire fils de pute là, à un latino, à un italien, est-ce que tu vas te faire ramasser? Tu dis ça à un Québécois ou un Français. Il doit être un peu insulté, là, mais c'est pas la fin du monde. Mais essaie de dire, toi, à quelqu'un de même que sa mère, c'est une pute. Tu vivras pas pour raconter l'histoire, là, tu sais. Fait qu'il y a une valorisation de la femme dans ces cultures-là, mais c'est toujours paradoxal ici. T'es valorisé, mais en même temps, ils n'hésitent pas à te tromper, tu sais. C'est ça, les femmes vieillissantes sont valorisées d'un côté, mais exemple, moi, de trouver un chum de mon âge ici, ça n'arrivera pas, là. Parce que les gars, dès la quarantaine, ce qu'ils veulent, c'est les petites jeunesses, là. Ouais, t'as des filles de 18-20 ans. Surtout s'ils ont un minimum de moyens économiques, là. Parce qu'ici, c'est ça, c'est que les femmes aussi, des fois, elles vieillissent pas super bien ici. Donc, pour eux autres, une femme de 50 ans, c'est une momie, c'est une relique, là, tu sais. Fait que, mais évidemment, t'en as des jeunes que tout ce qu'ils pensent, c'est comment ils vont pouvoir sortir du pays, puis comment ils peuvent avoir un avenir, puis pour eux autres, quand même, tu auras 50, 60, 70, c'est pas un problème, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est paradoxal, tu sais, ça prend un temps à changer nos compréhensions de qu'est-ce que ça veut dire être en couple, puis qu'est-ce que ça veut dire être une femme, puis qu'est-ce que ça veut dire vieillir dans ces cultures-là. Alors voilà, écoutez, comme je vous disais, je pourrais vous parler toute la journée de femmes de courage. Je peux vous parler, entre autres, d'une autre ici, une dominicaine, qui s'est mise en couple.
en croyant l'amour, comme on y croit toutes, à 19 ans. Elle a été 5 ans avec quelqu'un. Mais elle avait la conscience, sa sœur a eu 4 enfants, parce qu'elle se protégeait pas. C'est pas très populaire ici, les moyens de contraception, et l'avortement est illégal. Elle a vu sa sœur avec 4 flots. Elle a vu sa mère vivre littéralement de la prostitution en Punta Cana, puis d'être aux dépens d'hommes, de faire des enfants pour que les hommes payent sa maison, payent ses affaires. Fait qu'elle a décidé qu'elle voulait pas d'enfants. Fait qu'elle se protège. Puis, elle est en couple avec un gars pendant 5 ans. Couple normal. Puis, tu sais, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Elle travaille. Elle achète une mobilette, tu sais, qui est 95 000 pesos. C'est à peu près 2000, mettons 2300 pièces. Ben, pour un salaire ici qui est peut-être gagner peut-être, elle gagne quand même assez bien sa vie, là. Mettons qu'elle gagne 400 par mois. Ben, tu sais, quand tu gagnes 400 pièces par mois, 2400 pour une mobilette, à part le fait que tu vis au quotidien, c'est quand même beaucoup de sous, tu sais. Fait qu'elle a acheté ça. Puis éventuellement, le gars qui était son chum a mis la mobilette qui était à son nom en gage, en avoir du cash, pour partir en bateau de fortune. Ils appellent ça des yolas ici. Parce que la plupart des hommes ne voient pas une possibilité d'avenir ici, ou ils veulent faire du cash facile, ils veulent être comme les raperos qu'on appelle ici, euh, les rappers qu'on voit dans les vidéos aux États-Unis avec le gros chaîne, puis la bouteille de cognac, puis son cool Charlie. Ça, c'est un petit peu l'idéal dominicain. Fait que la manière de gagner du cash facile dans leur tête, c'est de s'en aller aux États-Unis ou de s'en aller à Porto Rico, qui est l'île comme la plus proche. Fait qu'ils s'embarquent dans des abris de fortune à la recherche d'un meilleur avenir. Mais ça marche quasiment jamais. Tu sais, les bateaux, les gardes côtières des deux pays sont à l'affût. Les abris, pas les abris, mais les bateaux de fortune se renversent en mer. Ils se font ramasser, ils meurent. Tu sais, ça marche pas en général. Puis quand ça marche, ben, tu t'en vas vivre illégal dans un autre pays, fait que tu es au bas de la chaîne alimentaire. Là, tu sais. Mais bref, le gars a mis la pasola, la mobilette en gage pour s'en aller dans un bateau de fortune. Il dit qu'il va arriver à Riva, ça a flippé. Ils l'ont ramené 3 jours après, tout égratigné, tout poqué. Il n'avait pas dit. Il est parti sans lui dire. Fait qu'elle, pendant 3 jours, elle ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé au gars. Il se fait ramener. Là, elle dit, où est-ce qu'elle est, la mobilette? Et là, il lui dit qu'il l'a donné en gage. Il l'a perdu, finalement. Et à ce jour, elle est obligée de payer 5 000 pesos par mois, qui est comme 100 quelques piastres par mois. 5 000 pesos, c'est en gagne 30. Elle est obligée, donc, à chaque mois, la banque lui rappelle qu'il faut qu'elle continue à payer une mobilette dont elle n'a pas l'usage, qu'elle s'est faite fourrer en réalité par son conjoint. Sa réaction, c'était de partir de son village, s'installer ailleurs et de fermer son cœur à l'amour. On travaille là-dessus. C'est toutes des histoires de courage de femmes. J'aimerais ça vous raconter des histoires de courage d'hommes. Il y en a sûrement, mais du fait que je travaille surtout avec des femmes depuis 25 ans, je ne suis pas témoin d'histoires de courage d'hommes. Je nous souhaite, en tout cas, qu'il y en ait des histoires de courage d'hommes, c'est que je me le souhaite. Mais j'en ai pas à vous raconter. Mais je pourrais vous raconter, par contre, des histoires de courage de femmes toute la journée. Alors, j'espère que ces histoires-là histoires vécues, vous ont fait du bien. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration là-dedans. J'espère que certaines histoires ont fait vibrer quelque chose en vous. Peut-être ça a suscité des émotions qui vous ont permis
de les relâcher aussi et d'avancer dans votre guérison, dans votre évolution. C'est ça que je me sentais inspirée de faire un matin. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous autres. Puis, vous avez été pas mal une centaine de personnes tout le long du live. Donc, je sais que il y a quelque chose qui vous a rejoint. En tout cas, c'est ça mon souhait, c'est ça mon intention. Puis mon intention, c'est aussi d'honorer ces femmes. Ces héroïnes silencieuses, invisibles, qui nous entourent. On en a toutes. Si tu en as dans ta vie, ce que j'aimerais qu'on fasse, humblement, je repose rien. D'abord, tu peux les nommer. Tu peux les nommer dans un post. Tu écris son nom, ça va la taguer. Pour qu'elle écoute et qu'elle sache que tu la considères comme une héroïne silencieuse, invisible. Que tu penses que cette femme-là est un exemple de courage pour toi. C'est sûr que ça va lui faire du bien. Et si tu trouves que toi, tu es une héroïne silencieuse, que tu te montres de courage, tag-toi toi-même. Mets-nous ton nom. Alors, j'aimerais qu'on l'exprime. Notre gratitude, notre admiration envers ces femmes qui sont des exemples de courage pour nous. Si ces femmes sont décédées, de peut-être juste aujourd'hui allumer une bougie pour elles. Si c'est une femme, je vous dis les femmes, là, si c'est des hommes, faites-les pareil. On peut bien leur en donner un petit morceau. Là. Mais si c'est une personne avec qui tu n'es plus en contact pour toutes sortes de raisons, demande-toi si tu ne pourrais pas réinitier ce contact, si cette personne-là manque dans ta vie. Sinon, juste écrire et tu décideras si tu veux lui envoyer cette missive ou tout simplement la brûler par la suite. Juste dire que c'est un exemple de courage pour toi. Et vous rappeler que d'être courageux, c'est pas nécessairement d'avoir posé des grands gestes. D'être courageux, des fois, c'est juste de te lever ce matin-là. D'être courageux, des fois, c'est d'aller à une autre rencontre de parents. Ça, je l'ai vécu. D'être courageux, des fois, c'est de dire à ton beau grand gars qui a choisi de faire carrière au sein des Forces armées canadiennes, c'est Justin Trudeau, et qui te dit, je sais que je te déçois, maman, parce que il est obligé de prendre mes injections parce qu'il ne se voit pas faire carrière dans le civil. Pour lui, c'est sa manière de pouvoir gagner sa vie parce qu'il y a un TDAH non médicamenté, puis il ne se voit pas assis dans un bureau. Puis de lui dire à quel point on l'aime. Le courage, des fois, c'est aussi de laisser le beau grand gars qu'on aime pour être fidèle à nos valeurs. Malgré ce que les gens vont en dire, malgré les jugements, malgré le trou énorme que ça fait dans notre cœur. Le courage, c'est de choisir de se mettre à nu devant un téléphone régulièrement, malgré les critiques, en sachant que si mon courage, mon authenticité aide une femme, je suis dans ma mission de vie.
Des fois, le courage, c'est de se taire. Des fois, le courage, c'est de donner un mot d'encouragement. Des fois, le courage, c'est de dire qu'on ne s'est pas fait injecter quand on sait qu'on est dans un milieu hostile. Le courage, c'est garder ton petit resto, ton petit café à Sainte-Agathe ouvert durant la pandémie sans masque, ou ton magasin d'huile essentielle sur la rive sud de Montréal, où il y a un signe dans la porte, ici on ne porte pas de masque. Le courage, c'est des fois retirer ton enfant de l'école parce que les astuces de valeurs de woke qui sont promulguées ces temps-ci avec les toilettes non genrées où les petits gars peuvent plus pisser debout, c'est pas le courage, c'est de te priver économiquement pour faire l'école à la maison. C'est pas le courage, c'est de crisser ton camp de ce petit pays de merde. Excusez pour ceux qui aiment encore le Québec et le Canada. Moi, je suis ailleurs. Pas ailleurs physiquement, je suis ailleurs physiquement, mais je suis ailleurs dans ma tête. Tu sais, moi, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, puis je reste très axée sur la réalité américaine. J'écoute beaucoup de podcasts puis de trucs comme ça aux États-Unis. Puis, tu sais, hier soir, j'écoutais quelque chose, puis Facebook m'a envoyé un truc de Tucker Carlson. Puis Tucker Carlson parle du Canada, puis comme étant un pays autoritaire, un pays qui a dérivé vers le socialisme, puis il dit que Justin Trudeau, c'est le fils de Fidel Castro, tu sais. Chris, mais tu sais, puis Tucker Carlson, c'est pas un nobody, là, juste, il a un gros reach, le gars, tu sais, puis, mais c'est ça qu'on dit du Canada à l'étranger. Mais c'est ça qu'on dit du Canada. Tu sais, ici à la Stérénace, il y a full français, il y a full italien, puis quand je leur dis que je suis québécoise, ils me disent presque mes condoléances, tu sais. C'est ça la perception. Tu sais, moi, j'ai passé de voyager avec un sac à dos depuis l'âge de 19 ans à l'international avec un drapeau du Québec et un drapeau du Canada cousu à main sur mon sac à dos. J'ai, j'ai plus de drapeau, là. C'est juste pour dire, je n'ai pas un esti, j'ai pas un drapeau québécois ni canadien avec moi. Puis je suis pas prête d'en avoir non plus. Je suis pas prête d'en avoir. Si à un moment donné, on n'a plus de politique conventionnelle au Québec, au Canada, là, quand vous serez vraiment prête, quand vous serez vraiment prête pour une renaissance, pas me proposer un poste dans le système politique pourri actuel. Là. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas une compagnie qui peut me payer assez cher au Québec en ce moment pour acheter mon âme. Il n'y en a pas une. Mais quand vous serez vraiment prête pour un vrai changement, je vais considérer venir. En attendant, je continue à faire ce que je fais de l'extérieur. C'est horrible. C'est horrible. Alors, c'est comme ça qu'on est perçu. Alors, on est passé d'être un pays envié et enviable, où tout le monde voulait vivre, tout le monde aimait les Canadiens à l'étranger. Comment, oh, wow, Québécois, c'est Canadiens. Puis ça, là, qu'on entend. Ça. Alors, ça demande du courage et pour partir, et ça demande du courage pour rester. Il y en a qui sont restés parce qu'ils sont des aidants naturels, ils ne pouvaient pas abandonner leurs parents âgés à leur triste sort avec la gang de malades mentaux qui nous gouvernent. Donc, il y en a qui font le sacrifice en ce moment. Ça demande du courage pour se sacrifier aussi. Il y en a qui ne peuvent pas partir parce qu'ils sont dans une situation de garde partagée. Du courage aussi. Alors, on est entouré de gens courageux, de femmes courageuses. Puis je vous dis, celles qui ont le plus de courage, pas celles qu'on voit aux nouvelles. Alors, je vous demande de le dire à au moins une personne aujourd'hui, que tu la trouves courageuse et pourquoi tu la trouves courageuse. Et si c'est à toi-même, reconnais et valide ton courage. Valide le courage que ça t'a demandé pour te rendre jusqu'où tu es.
On va avoir besoin de courage pour les choses qui s'en viennent. Mais si on n'avait pas ce courage, on ne se serait pas incarnés ensemble ici maintenant. Alors, ces petites victoires de courage au quotidien, d'affronter nos peurs, d'affronter notre colère, d'affronter notre rancune, notre rancœur, il faut les gagner, ces petites batailles. Il faut avoir du courage au quotidien parce que c'est vraiment, vraiment en travaillant là-dessus qu'on se transforme soi-même et qu'on va transformer le monde. Alors, je ne veux plus jamais, 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 jamais vous entendre dire que vous vous sentez impuissante ou impuissant face à ce qui se passe. Parce qu'on a tous ce pouvoir-là devant chaque situation qui se présente à nous, de choisir le courage. On a tous le pouvoir de choisir le courage à chaque moment. Quand tu vas vivre la prochaine fois une émotion, que ce soit de la colère, tu te demandes si tu devrais intervenir, tu te demandes si tu devrais exprimer ta vérité dans le party de famille, si tu devrais le dire que toi, t'es non-vax, puis que tu crois pas à ça, puis que, tu sais, quand ça monte en toi, juste dis-toi, est-ce que je choisis le courage en ce moment? Est-ce que je choisis la voie du guerrier de lumière, de la guerrière de lumière? Est-ce que je choisis le courage en ce moment? Puis essaie de choisir plus souvent la voie du courage. C'est comme ça qu'on change. À chaque fois qu'on choisit le courage. Et surtout, à chaque fois qu'on choisit l'amour dans une situation. J'ai relu une citation que je connaissais, mais j'avais comme oublié. Je pense que ça vient de Rumi. Je suis pas sûre pour le Rumi. Qui dit, peu importe la question, la réponse, c'est toujours l'amour. Et c'est vrai. C'est vrai. La réponse, c'est toujours l'amour. Mais encore là, pour aimer pleinement, avec notre beau grand cœur tout ouvert, ça prend du courage. Alors pour moi, le courage est directement intriqué avec l'amour. Parce qu'à chaque fois qu'on aime, il y a toujours un risque de souffrir. Mais pour moi, il n'y a pas de plus grande souffrance que de ne pas avoir aimé. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, ce que je nous souhaite collectivement, c'est de choisir un peu plus souvent le courage, de choisir un peu plus souvent l'amour. Et aujourd'hui, je vous demande de le manifester en disant à quelqu'un que vous admirez son courage. Le monde est transformé pas par les grands gestes, mais par ces petits gestes qu'on pose comme ça au quotidien, qui ont un effet papillon. Regardez l'évolution de conscience qu'on a connue comme humanité depuis les 3 dernières années, toutes les choses qui sont en train de sortir dans les médias mainstream, que les gens comme moi disaient depuis le début, ou que d'autres comme toi sentaient intuitivement. Regardez la perte de confiance dans les institutions. C'était un des sujets majeurs au dernier Forum économique mondial. Ils ne savent plus comment faire pour contrer la désinformation, synonyme de éveil de conscience. Il y a des choses qui se passent. Ça ne veut pas dire que la règle va être facile. On est dans un bel alignement planétaire pour encore à peu près 6 semaines. Profitez-en pour faire du ménage. Profitez-en pour choisir le courage, pour choisir l'amour. Réparer les relations que vous pouvez réparer. Des gens que vous ne côtoyez plus, ils ont peut-être fait des petits bonds d'évolution de conscience sur leur côté. Vous pouvez peut-être être surpris, agréablement. Puis quand ça se peut pas, on lâche prise. On n'a plus le temps. Je veux juste vous dire que je vous trouve courageuse et courageux d'être là. Vous êtes toute de la résistance, la belle gang de famille d'âme. Quand vous choisissez d'écouter, d'appuyer financièrement des personnes comme moi,
que ce soit par le membership, quand vous adhérez à mes programmes, quand vous venez en consultation avec moi. Ça me permet de gagner ma vie, ça me permet de continuer à respecter mes valeurs, mon authenticité. Puis ça me permet de continuer à partager de l'information en santé pour des gens qui n'auraient pas les moyens de se la payer autrement. Parce que je le fais gratuitement grâce à votre appui. Donc, c'est une manière aussi de changer le monde, d'appuyer les gens comme moi qui, pour rester indépendants, ne veulent pas s'acoquiner avec des compagnies qui vont censurer notre contenu, qui vont nous forcer à pousser un produit plutôt qu'un autre, qui vont pas être d'accord qu'on parle contre les injections, contre le blé ou contre les produits laitiers. Donc, pour rester réellement transparent et intègre, on n'a pas le choix de dépendre de votre bon vouloir pour notre survie économique. Pas vrai, pas juste économique. Moi, je dépends clairement de vous autres pour ma survie, point. Ce qui m'a permis de passer au travers, à part mon sens de l'humour, c'était le fait que je partageais au fur et à mesure avec vous autres ce que je vivais. L'appui que vous me renvoyez, vos histoires que vous me racontez. Je ne ferais vraiment pas passer au travers. Il n'y aurait pas eu de sens à ce que je faisais si vous n'étiez pas là. Puis je sais que la plupart d'entre vous vous faites critiquer pour suivre la gang de la résistance, les blogueurs, les blogueuses, que du monde qui me disent ah, pourquoi tu écoutes encore ça? Pas encore un tel? On va encore te parler du Forum économique mondial, puis des injections, puis des pandémies. Ça demande du courage. Alors, je salue votre courage. À toi, à toi, à toi, à tous, à tous. Là-dessus, je reçois des odeurs. Gabi est en train de faire quelque chose à manger. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Je n'avais pas déjeuné. J'avais juste besoin de partager avec vous autres. Alors, aujourd'hui, on choisit le courage. On salue le courage de quelqu'un. Et surtout, on choisit l'amour. Merci d'être là. Gratitude.